Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout à aimer Scandale. Mais pourtant... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Scandale réalisé par Jay Walsh, donc le réalisateur de Dalton Trumbo, pareil, que je m'y attendais pas à kiffer et pourtant le film est passé tout seul alors que je pensais que ça allait me faire chier. Mais également réalisateur de la trilogie Austin Power, ou du moins du premier en tout cas, et également du remake du Dîner de con américain, The Dinner, avec Paul Rudd et Steve Carell. On y va à ce dîner ou pas? C'est demain. Mais non, c'est ce soir. Qui est une daube infâme. Je pense que c'est la pire daube dans sa filmographie. Je pense qu'il n'aurait pas dû réaliser ce film. Voilà, c'est un remake du Dîner de con, mais sans avoir tout ce qui fait le Dîner de con, quoi. Je vais pas revenir sur la carrière de Jay Walsh en particularité, étant donné que je suis très peu connaisseur. J'ai pas vu Austin Power depuis environ 10 ans. Dalton Trumbo, ça date de ma période du bac, donc c'était il y a 3-4 ans. Donc, ouais, je suis pas très Jay Walsh du tout. J'aime bien la majorité de ses films, mais je suis pas non plus à fond dans sa filmographie. Je suis capable de reconnaître certains pans de sa réalisation, certains pans de son style, mais c'est à peu près tout ce qu'on va retrouver dans Scandale. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de vous parler de Jay Walsh et sa manière de filmer, étant donné que c'est quelque chose qui tient beaucoup sur la forme du rythme, et justement on va parler de Scandale, et du coup on va parler de ce qui fait sa force, donc le rythme. Comme d'habitude, j'ai pris mes petites notes, ça va pas être une critique comme The Grudge, où je vais plus me défouler qu'autre chose. Là vraiment je vais essayer de rentrer le plus dans l'analyse possible, l'analyse du scénario, et surtout l'analyse de la mise en scène, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mon avis global sur Scandale, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un film très très juste, très très bien porté, et surtout qui a un point d'ancrage et qui ne va jamais dans les extrêmes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Scandale de Jay Walsh, que je m'attendais pas du tout à aimer, étant donné que je déteste tout ce délire féministe qu'il y a ces dernières années. Non pas que je déteste et que je ne soutiens pas la cause du féminisme, mais c'est plus, comme je dis, quand c'est poussé à l'extrême, je n'aime pas ça. Je trouve que c'est... une lutte qui des fois part trop loin, et je pensais que le film allait être une œuvre comme ça, même si c'était réalisé par un homme, je pensais que ça allait rester conforme pour que ça plaise justement à cette cause, à cette lutte. Et finalement ça allait pas du tout, c'est loin d'être un film féministe, et on va en revenir tout de suite. Scandale raconte l'histoire qui a mené un peu au mouvement MeToo, c'est-à-dire 3 femmes journalistes, ou 3 femmes travaillant chez Fox News, qui vont petit à petit rentrer dans une grande fresque qui va pousser une des 3 femmes à porter plainte contre son patron pour harcèlement sexuel. Et cette première plainte va emmener plusieurs femmes à se rebeller contre ce patron. Mais voilà, c'est une forme pour moi de résumer l'histoire sans trop spoiler, mais il y a beaucoup plus de nuances que ça. Tout d'abord, on a l'impression de voir Jay Walsh prendre le contre-pied total de l'affiche. Donc voilà, l'affiche, je vous la mets sur le côté. Du coup, on va passer sur le côté là. Il va prendre le contre-pied total de l'affiche, c'est-à-dire que dans l'affiche, on va voir 3 femmes totalement identiques, qui ont beaucoup de similarités. 3 femmes que l'on remarque uniformes et surtout victimes, alors que le film n'est pas du tout ce que représente l'affiche. Et je trouve que ça joue dans la nuance du film. L'affiche n'est pas mensongère du tout. Mais c'est toute la subtilité qui est apportée après au long métrage. Dans le sens où on va pas parler de 3 femmes uniformes, on va parler de 3 situations différentes. Tout d'abord, on a le personnage joué par Charlize Theron, Megyn Kelly, qui est la femme star de la chaîne. C'est la Claire Chazal de TF1. J'en sais rien, mais c'est la femme star. C'est celle que on voit tous les jours dans le journal de 20h. C'est celle qui a le plus de cote de popularité auprès du public et auprès de la chaîne. Elle est intouchable. Et tout va tourner autour de sa décision à elle, si elle décide de porter plainte ou pas, et ça on va revenir après dans certainement une petite partie spoiler. Ensuite on a Gretchen Carlson, jouée par Nicole Kidman, qui est un peu la présentatrice, un peu fragilisée, dans le sens où elle avait un énorme pic de popularité, mais au fur et à mesure, elle a commencé à baisser dans les cotes, et à se retrouver dans un programme qui lui convient peu, et qui fait peu d'audience. Et ensuite, on a le personnage de Kayla, jouée par Margot Robbie, qui elle est une personnage fictive, là où les 2 autres ont vraiment existé. Et elle, c'est un peu l'employée qui est prête à tout pour réussir. Donc on va suivre ces 3 femmes avec
plus ou moins de temps imparti, étant donné qu'il y a plus ou moins de femmes qui seront importantes à certains des moments de l'enquête. Et ces 3 femmes ne vont pas avoir le stéréotype même de la femme victime, la femme qui représente les femmes dans le monde, la femme qui est faite pour devenir un symbole, pas du tout, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé en premier, c'est que les 3 femmes ont leurs qualités et leurs défauts, ont leur façon de transmettre cette affaire, mais également la façon de la garder pour soi-même, pour pas la divulguer, et aussi pour protéger sa place. Chaque femme va hésiter à porter plainte, va hésiter à mener cette enquête au bout, étant donné qu'ils vont déjà penser à leur carrière, c'est le grand patron, et s'ils décident de porter plainte contre lui, ils risquent de perdre leur boulot, de perdre leur popularité, etc. Donc voilà, c'est un point négatif, c'est pas une réaction à faire. Si vous êtes victime d'un harcèlement, etc., faut que vous le dites, faut que vous en parlez à des autorités, à vos proches, etc. Ne gardez pas ça pour vous, même si ça peut vous porter préjudice à l'avenir. Donc voilà, je vous pousse, moi en tant qu'homme, à en parler, étant donné que c'est pas quelque chose de forcément humain. C'est un peu ce que je reproche également aux féministes, c'est dans le sens où on vise les hommes et non pas les monstres. Voilà, souvent on va catégoriser les hommes comme étant des gros pervers, alors que c'est une petite catégorie et qui peut être retournée chez la femme également. Voilà, éviter de globaliser, mais plus viser une personne en particulier. Comme je dis, Scandale, c'est un film dans la nuance. Ça ne va jamais donner l'archétype du méchant. Par exemple, on a Roger Ailes, donc le grand PDG de Fox en général, la chaîne télé Fox, qui est montré au départ comme étant un homme d'affaires respectable, qui arrive à faire marcher son entreprise et qu'il est hyper intelligent dans la manière de gérer la télévision, pour ensuite l'amener petit à petit vers un jugement d'homme immonde. Sauf qu'on va jamais oublier cette première partie que nous avons pensé en tant que spectateurs pendant les premières minutes, mais également ce que pensent les présentatrices, ce que pensent les 3 personnages de cette personne, c'est-à-dire une personne hyper respectable dans la manière de faire marcher une entreprise, dans la manière de faire marcher une chaîne télé, mais également un homme immonde dans la manière de traiter la femme. Le monde est un véritable enfer, ses habitants sont des crétins paresseux, les minorités sont dangereuses, le sexe c'est mal mais intéressant. Et demande-toi ce qui fait peur à ma grand-mère ou ce qui met les nerfs à mon grand-père, et tu tiendras un sujet pour Fox. C'est tellement évident. Voilà, c'est à chaque fois, il y aura du bon et du mauvais, mais il n'y aura jamais de manichéisme certain. Certes, il y a manichéisme moral dans le sens où c'est l'homme qui fait les choses les plus immorales, mais on n'a jamais un manichéisme en mode c'est le méchant parce qu'il est méchant à 100%. Il y a toujours un niveau de dosage, il y a toujours une forme de nuance dans le film qui fait plaisir à voir, dans le sens où on aurait pu facilement rentrer dans la facilité, notamment dans la construction des personnages blancs et des personnages noirs sans aucune forme de bipolarité. Des fois je place des mots, je sais même pas si ça rentre dans le contexte, je suis désolé. Parce que Roger Ailes a ce côté immoral, mais également à la fin, des femmes vont quand même le défendre. Et comme je dis, c'est pour garder leur place. Donc pareil, les femmes, voilà, ils ont certes été victimes d'un harcèlement, mais à côté, ils vont quand même avoir ce syndrome de Stockholm pour gagner leur place, pour essayer de monter en grade, qui vont protéger leur PDG plus qu'autre chose, ce qui n'est pas non plus un point hyper positif, comme vous l'avez compris. Maintenant, on va passer dans tout ce qui est mise en scène, étant donné que le scénario, je pense l'avoir plutôt bien décortiqué dans le message, en tout cas. Dans la mise en scène, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le réalisme apporté au film. C'est un réalisme qu'on avait déjà dans le film d'Alton Trumbo, mais ici, on l'a beaucoup plus amplifié, dans le sens où pour moi, ce n'est pas un film normal, étant donné que pour moi, c'est un film documentaire. Le film peut être considéré comme un documentaire dans le sens où tout ce qu'on voit porte à confusion avec la forme du documentaire. Certes, c'est un documentaire fictif joué, mais dans la façon d'être filmé, c'est totalement l'envie que voulait le réalisateur, c'est de donner une impression de documentaire. On va retrouver dès le début le système de voix off qui va nous narrer plusieurs événements passés, ou également nous narrer les événements comme si c'était une interview d'un intervenant dans un documentaire. On a également cette présence de fresques, de fresques avec les dates qui va se propager au fur et à mesure du film. C'est un procédé très documentaire également pour qu'on ne se perde pas dans les différentes dates, et pour éviter aussi au narrateur de dire en 1986 il s'est passé ça, en 1991 pour
pas que le spectateur se perde. Donc du coup le système de fresque avec cette ligne blanche et cette date apparaît beaucoup. On a également à chaque fois qu'un nouveau personnage va arriver cette formule de on va mettre incruster son prénom plus également son métier sur le personnage, même si c'est un personnage qui va apparaître 5 secondes, on va avoir ces petites incrustations de prénoms qui vont s'installer dans le montage, ce qui va renforcer également cette idée documentaire. Mais c'est surtout dans la mise en scène des caméras et dans des incrustations, on a beaucoup d'images d'archives, des vraies images d'archives qui vont arriver et s'incruster dans le documentaire de façon un peu plus filmique et moins grossière que juste l'incruster sur fond, l'incruster sur l'écran avec 2 bandes noires par exemple, ça va être dans des télés, etc. Firing off a series of negative late-night tweets about Fox News anchor and Republican debate co-moderator Megyn Kelly, retweeting a comment calling her a bimbo. On Tuesday, Fox News chairman Roger Ailes demanding an apology from Trump. Mais on a surtout ce système de caméra épaule zoom qui est hyper immersif sur la durée, dans le sens où au départ ça peut peut-être déranger, cette petite caméra tremblante avec ces petits zooms, mais je trouve qu'au fur et à mesure du film, plus on rentre dans l'œuvre, plus cette caméra tremblante zoom nous permet de nous immerger un peu dans ce scandale et de nous identifier à certains des personnages, notamment sur une scène qui moi m'a plutôt bien choqué et qui j'estime une des meilleures scènes du film, que je vais vous dire après en partie spoiler pour pas vous spoiler. Cette caméra très diversifiée, très mobile et qui n'est jamais fixe en somme, qui a toujours un petit mouvement, que ce soit de zoom ou un mouvement de caméra mobile. On a toujours ce côté documentaire qui ressurgit et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant à développer, surtout dans une œuvre qui essaye de respecter au maximum les faits historiques et les faits réels. On a un montage aussi très très rapide où on va passer de plusieurs scènes. Des fois il sait prendre son temps, son montage, mais le plus souvent ça va être des voyages dans le temps, des flashbacks, mais également des périodes où des fois pendant 5 jours il se passe rien, donc du coup on va vite passer ces 5 jours là pour passer sur un jour qui est un peu plus marquant avec ce système de fresque justement, et ce montage rend également l'immersion et le réalisme très important. C'est un montage très documentaire également, on va pas se forcer à des fois mettre des témoignages sur juste une photo avec la date et le prénom en dessous, avec des effets très documentaires, très stylisés, ça fait très classe. L'aspect documentaire est également poussé à son paroxysme étant donné que Charlize Theron et Nicole Kidman sont grimés pour ressembler aux personnages, aux vraies personnes qui ont participé à ce scandale. Par exemple, Gretchen Carlson et Megyn Kelly sont interprétés tous les deux par Nicole Kidman et Charlize Theron. Nicole Kidman et Charlize Theron sont tous les deux grimés pour ressembler à ces personnes-là. Ce que je trouve totalement cohérent dans cet aspect documentaire et cet aspect de suivre avec les images d'archives, etc., pour que la ressemblance soit telle. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça laisse pas les deux actrices s'exprimer entièrement sur leur jeu d'acteur, parce qu'ils sont un peu bloqués par tout ce qui est maquillage, etc., et on voit des fois qu'ils sont un peu limités dans leur mouvement facial. C'est un peu dommage, mais ça n'empêche pas les deux actrices de jouer vraiment bien. On a une musique aussi qui est vraiment épatante, c'est une musique qui se fait très discrète, mais le petit musique qu'on a eu dans la première bande-annonce avec ce genre de voix, ce lyrisme vocal, c'est la scène justement de l'ascenseur, rend très très bien et donne une tension assez palpable. Voilà, maintenant on va rentrer dans une petite partie spoiler, il y aura un type code qui va se mettre ici sur l'écran pour vous emmener vers la conclusion, et également si je dois rajouter d'autres choses qui ne sont pas spoil. Petite partie spoiler pour vous parler de la scène qui m'a beaucoup marqué, c'est la scène où il y a le premier entretien entre Margot Robbie, donc Kayla, et Roger Ailes. C'est une scène sous tension qui est extrêmement malsaine, qui donne beaucoup de malaise, et je trouve que ça représente bien tout ce mouvement MeToo et que ça donne une image forte et choquante et plutôt réelle à tout ça. Je trouve que c'est beaucoup plus frappant qu'un témoignage sous forme écrit, qu'un témoignage sous forme de tweet. Cette scène-là peut symboliser un peu et devenir plus un symbole de ce mouvement MeToo à l'avenir. Ça peut être une scène qui peut être réutilisée parce que elle paraît réelle. Certes, je ne sais pas si elle est poussée, je ne sais pas si elle est limitée, mais dans tous les cas, elle paraît réelle. Avec cette réalisation que j'ai parlé avant, avec cette caméra mobile, ces petits zooms et cette musique, on a quelque chose qui transpire le réalisme, notamment avec le jeu de Margot Robbie et de John Lithgow, qui joue Roger Ailes,
qui est un acteur fabuleux. Je le trouve magnifique dans ce film et j'aurais dû pour moi être nommé dans les différents prix comme Oscar et Golden Globes, tant je trouve sa performance assez bluffante. On a un silence également dans cette scène qui est assez pesant et qui nous fait penser que tout est réel, dans le sens où il n'y a pas de musique hyper intense derrière qui va nous couper sur la liste, mais de dire que c'est un objet filmique. Non, on a vraiment l'impression qu'une petite caméra est cachée dans la pièce et qu'elle filme cet entretien qui finit par devenir assez flippant. Et on a aussi cet aspect crescendo avec justement la voix de Roger Ailes qui va des fois passer en hors-champ pour dire vas-y, soulève ta jupe, soulève. Ça va laisser un préalable d'environ 20-30 secondes pour ensuite redire relève, jusqu'à atteindre le crescendo, jusqu'à atteindre le climax de cette scène où elle va monter sa jupe jusque sa culotte. Et là, on se dit c'est un peu trop. Sauf qu'on se demande quand est-ce qu'il va arrêter de demander de soulever cette jupe. Enfin, j'ai trouvé cette scène merveilleuse. Voilà, fin de partie spoil. Voilà, bonjour à ceux qui sont revenus ou si vous n'avez pas quitté la vidéo. Petit truc sympa, j'ai trouvé que Donald Trump était hilarant dans ce film, plutôt comme il est en vrai, mais ils arrivent bien à jouer sur cet aspect je suis pas content, je vais faire des tweets. Je vais le tweeter. Voilà, ils arrivent bien à jouer sur ce petit jeu. J'ai beaucoup ri sur les interventions de Donald Trump. Et également, j'ai trouvé le rapprochement très intelligent, dans le sens où il y a un rapprochement très évident qu'on peut faire avec Harvey Weinstein, notamment grâce à la ressemblance physique. Mais dans l'histoire, dans la vraie vie, Roger Ailes, à un moment dans le film, pourquoi je dis dans la vraie vie ? Après, dans la vraie vie. Dans le film, il sort de sa voiture avec un déambulateur. Et Roger Ailes n'a jamais sorti d'une voiture avec un déambulateur, ne s'est jamais promené avec un déambulateur, non, du moins ça n'a pas fait la une des journaux. Le seul mec qui s'est déplacé avec un déambulateur, et non pas par souci médical, par souci de santé, mais plus par provocation et par pitié, c'est Harvey Weinstein en sortant de son procès avec son déambulateur. Donc j'ai trouvé le rapprochement très sympa, dans le sens où c'est pas Roger Ailes qui est sorti avec un déambulateur, mais Harvey Weinstein, ce qui crée forcément un rapprochement chez moi. Bref, c'était la critique plutôt longue, on a quand même dépassé une petite vingtaine de minutes, de Scandale de Jay Roach. Je vous encourage à voir ce film. Pour moi, je trouve que c'est un des films les plus importants qui est sorti, en tout cas ces dernières années. Ça narre très bien ce qui s'est passé en 2016, ça pose un point de vue très nuancé sur les faits et les événements. Voilà, c'est bien réalisé, le rythme est là, on se fait pas chier, il y a de la tension, il y a également de l'attachement, mais il y a également un point de vue, un débat et des discussions qui peuvent s'apporter après cette œuvre. Donc pour moi, Scandale, c'est un film à ne pas louper, c'est très très bien, c'est très très cool. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté par le film, mais c'est très bien. Et je vous encourage à aller voir Scandale. Voilà, c'était Louane, j'espère que cette critique vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, et notamment une très grosse vidéo qui est encore sur sa phase tournage-montage, parce que ça me prend énormément de temps. Mais on se retrouve prochainement pour parler de films, pour parler de cinéma. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao. WrestleMania 23. Lashley wins. Lashley wins.